Super, parfait. Je vais prendre un petit verre d'eau avant de démarrer. Merci de m'accueillir. Je prends un petit verre d'eau parce que je me dis que là, on va se déshydrater quand même assez rapidement. Et ben donc, c'est parti. Merci de m'accueillir. Donc, j'adore le titre. Le temps d'incertitude, c'est exactement. Enfin, je ne sais pas par hasard si je suis là d'ailleurs. C'est nous sommes rentrés en incertitude. Et donc, je démarre souvent avec cette image pour l'illustrer. Alors, ce n'est pas Marseille, mais c'est une ville qui illustre finalement. Enfin, cette image, elle illustre ce qu'on a en tête quand on fait des projets. En général, on pense que le monde est stable. Donc voilà, la mer est plate. Il y a quelques vagues quand même. Voilà, il y a des petites fluctuations. Mais c'est gérable. Sauf que dans cette ville, du jour au lendemain, il peut se passer ça. Et donc ça, c'est Valence en Espagne en octobre dernier. 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Et donc évidemment, ça fait des dégâts exceptionnels. Mais c'est le côté exceptionnel qu'il faut questionner, puisque maintenant, c'est devenu la norme. C'est-à-dire que nous sommes entrés en polycrise, en permacrise, le monde fluctuant, le monde des tempêtes. Enfin, il y a tout un champ sémantique, le monde VUCA, le monde banni. Enfin, là, je vous apprends rien. On rentre dans un monde fluctuant. Ou si moi, j'utilise un autre mot. Je dis souvent qu'on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. C'est qu'on va changer de focus. Oui, dans les tableurs Excel, on va plutôt mettre des écarts-types que des moyennes. Et ben ça change tout en fait. Alors ça nous arrive, et ça c'est ce que disent tous les scientifiques. Donc c'est tous les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'UICN, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial de Davos. Ça va tanguer de plus en plus fort au XXIe siècle. Donc chaque année, ce sera plus fluctuant, et on en prend pour 2 ou 3 siècles. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, puisque c'est inéluctable, ce truc-là. Si je vous le dis différemment, ça c'était une phrase de Denis Meadows, là, le premier auteur au rapport au Club de Rome. On se préoccupe des changements globaux, les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Donc ça nous dépasse. Donc il va falloir vivre avec ces fluctuations. Alors la première chose à se demander, c'est pourquoi ça nous arrive. Pourquoi nous sommes la première génération qui va devoir faire face à des fluctuations que les humains n'ont jamais vues depuis 10 000 ans. Parce qu'il faut bien réaliser ce qui se passe. Ce n'est pas des fluctuations comme il y en a eu au Moyen-Âge ou il y a 5000 ans. On sort d'une période de relative stabilité climatique. Alors si on doit chercher une cause profonde à ça, c'est le mot performance. La performance, c'est la définition du contrôleur de gestion, la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et cette valeur-là, ce principe-là, cette loi, cette valeur quasiment, c'est devenu quelque chose qui est partout dans nos vies. Absolument partout. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'électronique, un lotissement. C'est la même géométrie parce que c'est la même rationalité de la performance. Et en fait, c'est partout dans nos vies. On sépare les fourchettes et les couteaux, on empile les assiettes, on calcule le trajet domicile-travail le plus court, on planifie les vacances. Tout ça, c'est de la performance du matin au soir. Les enfants, il ne faut surtout pas qu'ils s'ennuient. Il faut qu'ils soient toujours actifs, qu'ils remplissent leur journée. Voilà. Ça, c'est de la performance en permanence. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce qu'après tout, la performance, oui, pourquoi pas? C'est peut-être ce qu'il faut faire. Alors, non, en fait, ça ne marche plus, puisque, on peut le dire en 2 mots, optimiser fragilise. On a tellement tout suroptimisé que tout est en train de craquer. Mais c'est vraiment une évidence. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne plus le voir. Donc c'est des exemples, des pénuries de moutarde parce que c'est une sécheresse au Canada quand même. Bon, et c'est aussi parce qu'on a fait des monocultures de moutarde en France qui se sont pris un pathogène, évidemment, puisque quand on fait des monocultures, ça attire les pathogènes. Donc on ne peut plus faire pousser de façon intensive de la moutarde en France, donc on l'a fait pousser au Canada. Mais quand il y a une sécheresse au Canada, on n'a plus de moutarde. Voilà, ça c'est l'exemple typique du monde performant, suroptimisé, qui devient fragile. Mais il y en a plein d'autres. Le canal de Suez, CrowdStrike, la panne électrique en Espagne et au Portugal. Enfin, tous les jours, il y a des exemples, plus ou moins gros, mais c'est tous les jours le cas. Donc optimiser fragilise. Quand vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Ça ne dépend pas du système. C'est toujours vrai. Vous savez, c'est l'adage zen que j'aime bien citer aussi, un adage zen qui dit « Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres ».
Voilà. Bah, on est dans ce monde-là, hein, le monde du canal. Voilà. Alors, il y a d'autres critiques de la performance qui sont un peu plus vicieux. Ça, c'est l'effet rebond. Donc ça, c'est une critique de l'efficience, et notamment de l'efficience énergétique. Donc on va faire, là, voilà, les frigos, c'est mon exemple favori. Hein. Donc voilà, les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de métaux. Donc on a fait des progrès, on a fait de la sobriété, on a fait de l'efficience énergétique. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces frigos consomment moins d'énergie, moins de ressources, donc ils coûtent moins cher, ils deviennent plus attractifs. Et qu'est-ce qu'on fait? On les multiplie, on les refait grossir, hein, le frigo américain. On fait des caves à vin, on fait des frigos connectés, des smart fridges. Donc en gros, on a multiplié les frigos. Et ben, la population mondiale de frigos actuellement consomme plus d'énergie. Alors ça, c'est très vicieux parce qu'on pense faire de la sobriété et on fait de l'ébriété. Alors en biologie, hein, moi je suis biologiste, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est quand votre système immunitaire s'attaque à votre propre corps. Alors là, en fait, c'est exactement pareil. On prend des gens qui sont de bonne volonté, qui ont peut-être les objectifs du développement durable en tête, et qui vont générer de l'ébriété et qui vont accélérer l'épuisement des ressources. Oui, par exemple, les avions sont de plus en plus sobres. Hein. Mais vous avez vu le ciel, enfin, là on ne le voit pas trop, mais quand on regarde le ciel, on se rend bien compte qu'on a multiplié le nombre d'avions. Hein. Donc cet effet rebond, hein, il ne s'arrête pas au frigo ou aux avions. Hein. C'est pareil pour les voitures, pour les écrans plats, pour la lessive concentrée, le pot familial de Nutella, le nombre de fois où vous mettez un mot de passe. Vous vous souvenez ça, là, quand on nous avait promis, hein, l'informatique, ça simplifierait nos vies. En fait, non, moi, j'ai jamais tant mis mon nom, ma date de naissance, mon adresse. Tous les jours, hein, enfin, pas tous les jours, mais toutes les semaines, je la remets. Ça, c'est un effet rebond sur la sécurité. Donc, on est vraiment dans ce monde-là, hein, de l'hyper-contrôle et de l'hyper-performance. Donc là, on a raté un truc. Hein. Alors, c'est pas pour dire que la sobriété, c'est pas une bonne idée. Hein, parce qu'évidemment, dans un monde qui a dépassé les limites planétaires, il va falloir être sobre. Mais juste, il faut être malin. C'est qu'il faut créer les conditions dans lesquelles la sobriété émerge. Donc ça veut dire, si je vous le dis en un mot, la sobriété, c'est un très bel objectif, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie. Il faut penser billard à 3 bandes. Hein. On génère la sobriété, mais ça ne passe pas par la sobriété. En fait, ça passe par la robustesse. Mais ça, je vais vous le raconter juste après. Ok, et puis la dernière critique de la performance, c'est une équation en 3 mots, un peu brutale, hein, je préviens, mais quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. Donc quand on met l'accent sur la performance, on met l'accent sur la compétition. Dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Donc un sportif de compétition, par exemple, il sera violent avec son corps. Le pompier de Marseille actuellement qui est en train de se battre avec le feu, pendant les 20 minutes où il est au feu, il est violent avec son corps. Donc c'est toujours vrai ça. Alors c'est pas vraiment un problème, c'est-à-dire que c'est un fait. Mais le problème c'est quand on est dans une culture de la performance, alors on est dans une culture de la violence. Non-stop. C'est ça le problème. Et donc c'est une culture de la violence contre les femmes, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. Donc on est exactement dans ce monde-là, dans ce délire de la performance qui est violent avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, donc c'est évidemment les écosystèmes. Et donc si vous êtes là, c'est que vous êtes bien au courant. La crise socio-écologique, le monde fluctuant, c'est la conséquence d'un monde humain obsédé par la performance. En fait, les écosystèmes sont essorés par notre performance. Ils sont épuisés par notre performance. Si vous voulez, l'épidémie de burn-out des humains qu'on voit actuellement, chaque année, hein, ça augmente, ce n'est que la partie émergée d'un burn-out planétaire. Tout le monde est épuisé. Alors ça, c'est le monde fluctuant. Voilà. Donc en fait, on est dans ce monde fluctuant, c'est nous qui l'avons créé. Donc en fait, si on prend ça au sérieux, eh ben, il faut se poser cette question-là. La première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter le monde fluctuant. En fait, quand on réfléchit bien, toutes les autres questions sont secondaires. Puisque ça, c'est une donnée de fond, et vous voyez, là, je ne fais que endosser le fait scientifique. Ça va tanguer de plus en plus fort. Donc, comment on fait dans ce monde-là? Et vous voyez, là, j'ai mis un arbre, parce que les plantes, les êtres vivants en général, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc, comment font-ils? C'est quoi les secrets du vivant pour habiter dans un monde fluctuant? Alors, il y a un premier message. C'est 2 messages assez joyeux, hein, à vrai dire. Hein. Mais le premier message du vivant, c'est que quand ça commence à tanguer, à être turbulent, les êtres vivants coopèrent.
La coopération, c'est une réponse opérationnelle aux fluctuations. Donc là, vous avez l'exemple typique des symbioses. Les symbioses sont hyper répandues sur Terre parce que c'est un moyen de résister aux fluctuations. Vous savez que votre corps, enfin, nous les humains, on trimballe tous les jours entre 1,5 et 2 kg de bactéries. Donc nous sommes nous-mêmes des symbioses ambulantes. Je peux vous dire que sans bactéries, on aurait beaucoup de mal. Par exemple, si vous n'aviez aucune bactérie dans votre corps, alors aujourd'hui ça ne se verrait pas trop, mais vous ne pourriez plus sortir sous la pluie. C'est extrêmement douloureux, de la pluie qui tombe sur une peau sans bactéries. C'est les bactéries qui vous protègent de la pluie. Bon, ça, c'est un exemple. Et donc là, vous avez l'exemple de la symbiose plante-champignon. C'est un peu passe-moi le sel, je te passerai le sucre. En gros, les champignons absorbent l'eau et les sels minéraux et les plantes font de la photosynthèse et donnent du sucre aux champignons. Et là, vous avez un réseau dans un sol forestier japonais avec vous voyez, des tas d'espèces de plantes et de champignons qui sont en interaction. Donc c'est ça qui se passe quand il commence à y avoir des ruptures, des pénuries chroniques de ressources, des fluctuations, les êtres vivants coopèrent. Alors ce qui est assez chouette, c'est que nous, on a aussi développé des coopérations territoriales, mais le problème, c'est que parmi toutes les formes de coopération, qu'on a inventées, il y en a une qu'on a inventée dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui est la coopération numérique. Et alors la coopération numérique, là vous avez des câbles Internet sous-marins dans l'Asie du Sud-Est, c'est une coopération qui s'est hybridée avec notre culte pour la performance. C'est une coopération performante. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à beaucoup d'informations immédiatement aux quatre coins du monde. Enfin, voilà, c'est très performant. Qu'est-ce qui se passe? Cette coopération numérique, cette coopération dans la datasphère, écrase les autres formes de coopération territoriale. On passe beaucoup plus de temps à coopérer derrière un écran qu'avec des gens. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne, c'est dans le désordre, ça donne ça, de la canalisation numérique. C'est-à-dire qu'en fait, des enfants, par exemple, qui vont passer 12 heures par jour devant un écran, ça, c'est le produit d'une coopération maladroite, une coopération qui s'est hybridée avec la performance. En fait, c'est un enfant qui ne coopère plus qu'avec son écran, en fait. Donc, il ne coopère plus, en fait. Il est addict. Ça, c'est le vrai problème, en fait. Le vrai problème pour le numérique, c'est que ça canalise et ça écrase les coopérations territoriales. Donc, en fait, si je dois revenir à la première leçon du vivant, la leçon de coopération du vivant, il ne faut pas rater l'adjectif, c'est une coopération territoriale. C'est ça, le secret du vivant. Ce que nous dit le vivant, c'est que quand ça tangue, il faut coopérer dans son territoire. Alors, si je vous le dis encore plus simplement, ici, là, vous voyez, j'ai mis une autoroute à gauche parce que ça symbolise assez bien le monde dans lequel on est. On est dans un monde qui va très, très vite, toujours plus en plus performant. Donc, on est sur l'autoroute. Et puis, les scientifiques nous disent que le brouillard se lève. Ça, c'est le monde fluctuant. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On accélère. C'est qu'en fait, ça, c'est le piège performant. Quand il y a urgence, il faut accélérer. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand sur une autoroute, il y a du brouillard, je n'accélère pas, je ralentis. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de ralentir, c'est pour interagir avec le territoire. C'est pour interagir avec les autres voitures, avec la route, etc., pour voir ce qui se passe. C'est exactement ça, ce que nous disent les êtres vivants. Quand on manque de temps, il nous reste l'espace. C'est aussi simple que ça. Nous sommes toutes et tous des êtres à 4 dimensions, les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. Quand on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Et donc la coopération, elle se passe dans l'espace, dans son territoire. Et donc c'est la coopération territoriale qui ouvre le temps long. Ça ne se passe plus dans le temps. Quand il y a urgence, il ne faut surtout pas accélérer. Ça, c'est le piège performant. C'est le hamster dans sa roue qui roule de plus en plus vite. Évidemment que ça finit avec un burn-out ou une rupture. Voilà, donc ça, c'est le premier message. Coopération territoriale. Alors, j'ai passé la diapo très rapidement, là, mais ça commence à venir dans les territoires. On voit de plus en plus des SCOP, des SIG, des coopératives. Les entreprises à mission sont souvent des entreprises très coopératives. Voilà, donc il y a plein d'exemples. Donc, on y va. Mais c'est un peu juste parce que manifestement, on n'est pas encore vraiment prêt à ce monde fluctuant, puisque ça rompt encore. Il y a encore des ruptures un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on a raté dans le monde vivant là? Ok, donc coopération territoriale, mais je repose ma question. Comment habiter le monde fluctuant? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher un cran plus loin? Pourquoi les coopérations territoriales chez les êtres vivants, ça marche?
Pourquoi ça leur permet de vivre dans un monde fluctuant? Alors, il y a un principe qu'il ne faut pas rater, c'est le principe de robustesse. Les êtres vivants, tous les êtres vivants sont robustes. Alors la robustesse, c'est quoi? Et surtout que vous allez faire des ateliers après, donc j'ai intérêt à bien le définir. La robustesse, c'est un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Ça, c'est la définition physique de la robustesse. Définition dynamique de la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc, si vous voulez des exemples, il suffit de regarder les êtres vivants parce que ce sont des livres ouverts de robustesse. Vous voyez, un arbre dans le vent, il est stable malgré les fluctuations, mais il est aussi viable malgré les fluctuations parce qu'il est capable de traverser les 4 saisons, les gelées hivernales, les sécheresses estivales, tout ça. Donc, il est capable d'avoir un gros niveau de fluctuation et il est toujours là. Ça veut dire qu'il est robuste. Voilà. Donc, les êtres vivants sont tous robustes. Votre corps est robuste aussi. Vous êtes capable de jeûner pendant 15 jours, par exemple. Vous voyez les marges de manœuvre qu'on a. Alors ça, c'est la robustesse. Alors comment font les êtres vivants pour être robustes? Parce que c'est là où c'est le plus intéressant. Alors les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc c'est là où on a un contre-modèle par rapport à nous, les êtres humains modernes, là, on est tous un peu obsédés par la performance. Alors pourquoi je vous dis ça de façon aussi simple? C'est pas pour dire qu'il y a zéro performance chez les êtres vivants. Il y a de la performance, ça existe. Il y a des moments de performance. Mais c'est très, très, très secondaire. C'est ça le truc. Nous, en fait, si vous regardez un documentaire animalier des années 80, vous allez voir des lionnes qui se chopent des gazelles, c'est très sanguignolant. Voilà. Donc ça, c'est le moment de performance de la lionne. Mais la lionne, si vous la suivez pendant une semaine, elle dort, l'essentiel du temps. Si vous avez des chats, vous savez que les félins dorment énormément. C'est Gaston Lagaffe, vraiment. Et puis, le rare moment où la lionne est debout, elle se balade dans la savane sans chasser. Elle s'occupe de ses petits. Et puis quand elle finit par se décider à chasser, dans 95% des cas, elle va rater. Donc même quand elle décide d'être performante, elle n'est pas performante. Donc vous voyez, c'est ça, le vivant, c'est ça. En fait, ça c'est un exemple, mais qui l'illustre bien. Alors en fait, si on prend un peu de recul, oui, c'est quand même le contraire de ce que nous on fait. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est que les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et nous, société humaine moderne, on est performant avant d'être robuste. Et donc c'est pour ça que ça craque de tous les côtés dans nos organisations. Alors, si on regarde les êtres vivants, quand on analyse les réseaux métaboliques, les réseaux physiologiques, les réseaux des écosystèmes, vous voyez, c'est à toutes les échelles, de la molécule à l'écosystème, et ben vous voyez, ces mots-là, c'est quasiment le programme politique du vivant, programme de management du vivant, si vous voulez. Eh ben, ce sont que des contre-performances. C'est ça qui vient en premier, mais nettement en premier, bien avant tout le reste. Donc, inefficacité, il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Ou dit autrement, il y a énormément d'objectifs, donc il n'y en a pas un qui domine. Une main, si vous regardez une main, voilà, je vous montrer, voilà, une main. Une main, c'est typiquement un organe inefficace, puisque avec une main, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez tourner un tournevis, ramasser les courses, faire du piano. Ça veut dire que cette main-là, elle est très adaptable, mais très peu adaptée. Si je voulais avoir une main qui joue bien du piano, il faudrait qu'il y ait au moins une cinquantaine de doigts, quoi. Là, ce serait... ça irait là. En fait, il faut se débrouiller avec 2 x 5, c'est un peu galère en fait. Mais par contre, si j'avais 50 doigts, ce serait très compliqué pour tourner un tournevis. Voilà. Donc en fait, c'est adaptable. Donc c'est pas très efficace, quoi. Il y a trop d'objectifs. Hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, je pourrais ajouter erreur, imprécision. C'est vraiment tout ça qui construit le vivant. Les êtres vivants se construisent sur leur vulnérabilité. Oui, c'est vraiment, faut penser à l'envers. Si je vous le dis différemment, vouloir être invulnérable, c'est vouloir mourir. La vie, c'est la vulnérabilité. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous voyez, en fait, on a plein de jeux dans le rouage. Peut-être que je vais prendre un exemple. Un arbre, si je prends l'exemple des redondances, c'est le plus simple. Les arbres, c'est incroyable le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Les arbres sont des êtres redondants. Pensez au nombre de villosités que vous avez dans l'intestin ou le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Nous aussi, nous sommes des êtres extrêmement redondants. Toutes ces contre-performances, ça ajoute du jeu dans les rouages, ça ajoute des marges de manœuvre, et c'est ça qui permet d'absorber les chocs et d'ouvrir d'autres chemins. On augmente l'espace de viabilité.
C'est ça, hein, la vie, hein, c'est ce que fait la vie en permanence. Et c'est ça sur le point sur lequel enfin, c'est ce qui est sélectionné au cours d'évolution. Voilà. Alors, je vais vous donner mon exemple favori. C'est l'exemple de la température corporelle que j'utilise systématiquement, mais c'est l'exemple le plus simple et le plus facile pour s'approprier l'équilibre entre performance et robustesse. Donc, vous savez qu'on est à 37 degrés, ça c'est notre température de croisière. Et puis, si vous attrapez un virus, vous pouvez faire de la fièvre. Vous allez monter en température. Ben moi, si je mesure l'activité de vos enzymes, de votre corps, hein, de votre système immunitaire, je vais trouver qu'à 37 degrés, votre système immunitaire n'est pas très performant. Mais vraiment pas. Hein. Ça tourne juste en mode veilleuse. Hein. À 40 degrés, par contre, votre système immunitaire est très performant. Très performant. Mais vous voyez, c'est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, vous avez gardé des marges de manœuvre. Donc vous êtes en sous-performance, vous n'êtes pas au maximum de performance, vous n'êtes même pas à l'optimum de performance, hein. Vous êtes sous l'optimum, bien en dessous de l'optimum de performance, pour pouvoir garder des marges de manœuvre au cas où il y a une fluctuation. Ben, quand il y a une fluctuation, là, vous autorisez la performance. Mais vous voyez, ça ne dure pas très longtemps. 40 degrés, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est très fatigué à 40 degrés, hein, parce que nos enzymes sont en train de tourner tellement vite qu'on fait l'expérience physiologique d'un burn-out moléculaire. Vos enzymes, votre système immunitaire est en train de brûler en direct. Donc vous ne pouvez pas rester à 40 degrés très longtemps, hein. C'est 3 jours maximum. Hein. Après, on revient à 37 degrés. Et donc vous voyez très bien où se situe le curseur entre robustesse et performance. Vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés, ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé, parce qu'on appelle ça le mode dégradé parce qu'on est obsédé par la performance, alors que c'est le mode robuste. Et vous allez passer quelques jours dans votre vie à 40 degrés, mais ce sera le mode performant, mais fragile. Parce que là, c'est extrêmement fragile. Hein. Une surinfection, quand vous êtes déjà à 40 degrés, c'est très compliqué. Vous voyez le truc. Hein. Donc, vous voyez où est le curseur, hein. Très clairement, côté robustesse. Et donc, il y a des milliers d'exemples, hein, comme ça. Là, je vous en prends juste un, parce que celui-là, il est pratique. Hein. C'est notre corps, donc c'est facile à voir. Mais il y en a vraiment partout, partout, partout. Et c'est ça qui définit le vivant. S'il y a une seule chose à retenir de la biologie, hein, c'est ça. Hein. Les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous dit pour nous, société humaine, et pour nous, les entreprises, hein, notamment. Alors, ce qui nous arrive, en fait, c'est qu'il faut réaliser que nous sommes en train de vivre un moment historique, un changement de civilisation absolument fondamental. C'est un moment culturel. Ce qui nous arrive, c'est une révolution culturelle. Alors, au sens contemporain du terme, hein, pas forcément historique, parce que c'est un peu chargé, la révolution culturelle. Mais c'est un moment culturel. En fait, ça fait des années, des décennies, voire même des siècles, que l'on pense que le progrès de l'humanité, c'est des gains de performance. En fait, ce qui est terrible, c'est que le mot performance, au départ, hein, ça voulait dire, c'était l'art de bien faire. Performance, l'art de bien faire. Donc, c'est une valeur morale. Et c'est devenu l'art d'être efficace et efficient. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a mis une valeur positive, morale, au fait d'être efficace et efficient. Et quand on voit ce que ça donne, le monde du burn-out, on peut quand même se poser des questions. Alors, ce qui se passe là, c'est en fait ce qui nous arrive, c'est qu'on est en train de réaliser progressivement que le progrès de l'humanité guidé par des gains de performance, c'est une courbe en cloche. Plus on augmente la performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. En fait, on est en train de générer ce fameux burn-out des écosystèmes et donc la nature menacée devient menaçante. Donc dans ce monde-là, si on continue un progrès guidé par la performance, c'est très simple, ce ne sera pas un progrès avec des humains. Donc le futur du progrès, c'est très simple, il ne peut pas être guidé par la performance. Le futur du progrès ne sera pas performant. Ça, c'est impossible. C'est physiquement impossible. Ça, on s'est beaucoup trop canalisé. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est là où il y a une inversion. Et donc, un moment copernicien, c'est que la définition du progrès va changer. Le progrès de l'humanité, ce futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Et oui, je le dis très tranquillement, parce qu'on n'aura pas le choix. Alors, quand je dis qu'on n'aura pas le choix, c'est qu'on n'aura pas le choix d'avoir le choix. Parce que la robustesse, c'est beaucoup plus pluriel que le monde de l'autoroute performante. Hein. Là, c'est beaucoup plus arborescent. Mais vous voyez, c'est un moment incroyable quand même. Ce que je suis en train de vous dire, là, si je vous le dis là aussi assez brutalement, c'est qu'on est enfin en train de quitter le néolithique. Le néolithique, c'était il y a 10 000 ans.
quand on avait inventé l'agriculture, la sédentarisation, la domestication, en fait, quand on réfléchit bien, le néolithique, hein, l'âge de la pierre polie, donc après le dernier âge glaciaire, c'est le moment où les humains font le choix conscient de contrôler la nature. Aujourd'hui, la nature se réveille, les méga-feux, les méga-inondations, les tempêtes, les remous sociaux, les crises géopolitiques, et du coup, on a perdu le contrôle. Et donc, il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Ce n'est plus le néolithique. Ça, c'est terminé. Donc, on change de monde. Alors, vous voyez, c'est très pragmatique, hein, ce que je vous dis. Là, je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Hein. Moi, je suis un scientifique ras des pâquerettes. Hein. J'endosse. Voilà. Donc, le monde devient de plus en plus fluctuant. Il faudra être plus robuste. Pour être plus robuste, il faut trouver un nouveau compromis avec la performance. Ça, c'est quasiment une loi de la thermodynamique. C'est un fait. La question qu'on peut se poser, c'est comment on fait ? Comment on fait en 2025 là, pour changer de monde, hein, parce que c'est vraiment un nouveau monde. Hein. Alors, il y a là aussi, la biologie peut nous aider. Et alors, j'utilise souvent l'analogie des nuées d'oiseaux pour expliquer, en tout cas pour penser comment peut se passer un basculement de civilisation comme celui-là. Donc ça, c'est l'exemple typique, là, les nuées d'oiseaux, d'un système qui bascule en permanence, qui change, qui se transforme. Oui, ça se transforme tout le temps et manifestement, ça se passe bien. Hein. Donc, comment font-ils, tous ces oiseaux-là qui, en se coordonnant, arrivent à se transformer, à basculer, à changer de monde tout le temps? Alors, c'est très simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à être exposés aux prédateurs, les premiers à être exposés à l'autre nuée d'oiseaux. Donc c'est eux qui voient le monde, qui vont se synchroniser, et ensuite ils vont contaminer le cœur du système. Les derniers à basculer, ce sont les oiseaux qui sont au cœur du système. Donc vous voyez, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai aussi pour un banc de poissons, c'est vrai pour plein de systèmes sociaux. Hein. La Révolution française, c'est les marges qui ont fait basculer le système. L'Empire chinois, c'est les comptoirs européens qui ont fait basculer l'Empire chinois, etc. Quoi. C'est souvent la périphérie, quand je dis marge, ce n'est pas les marges financières, vous aurez compris, c'est la périphérie qui contamine le cœur du système. Il y a cette phrase de Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la page. Voilà, on y est là. Donc en fait, si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, c'est pas la peine d'aller voir le cœur du système. Faut plutôt aller voir les collectifs de citoyens, les entreprises, les organisations qui sont déjà soumis à des fortes fluctuations. Parce qu'ils ont déjà inventé des solutions robustes. Pas le choix. Sinon, elles ne seraient plus là pour en parler. Hein. Donc comment font-elles? Qu'est-ce qui se passe dans ces marges? Alors c'est là que c'est extraordinaire, parce qu'il y a 20-30 ans, ces marges, c'était vraiment des marges très lointaines. Hein. C'était Pierre Rabhi, voilà, des gens qui étaient très très loin, hein, et à la limite même qu'ils n'aient pas trop rêvé, parce que c'était trop loin. Aujourd'hui, ces marges s'épaississent. Et l'épaississement des marges s'accélère, et chaque jour, ça s'accélère. Et ça va de plus en plus vite. C'est complètement sous le radar médiatique, parce que les ultra-performants se crispent, résistent, et en fait, ils sont dans les cordes. Donc évidemment, qu'ils prennent toute la place. Hein. Donc c'est les Trump, les Musk, les Netanyahou, les Erdogan, tout ça. Là. Donc c'est un peu je les appelle moi les mal barrés, voilà, parce qu'ils sont vraiment, c'est une caricature. C'est une caricature. Voilà, ils sont dans l'ultra-performance, ils sont sur l'autoroute. Hein. Ils veulent absolument aller sur Mars, faire des mines sur des astéroïdes. Mais qui va les suivre, hein? Mais qui va les suivre? Donc ceux-là, ils occupent beaucoup le terrain médiatique, mais en fait, ils oublient que les marges sont en train de les ringardiser un peu plus tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe aux marges? Alors, c'est très joyeux ce qui se passe aux marges. Voilà, Just Dig It, par exemple. Alors, si on voulait reverdir le désert, hein, et qu'on voulait le faire de façon performante, si on voulait le faire de façon performante, on prendrait de l'eau de mer, on dessalerait de l'eau de mer, on mettrait un tuyau et on irriguerait le désert. Alors ça reverdirait le désert très rapidement. Par contre, ça consommerait beaucoup de pétrole, ça ferait des saumures, et surtout, ce serait très fragile parce que ça dépendrait d'un tuyau qu'on peut couper. En zone en crise géopolitique, vous voyez, c'est assez facile de couper un tuyau. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? La version robuste, c'est par exemple ce que fait Just Dig It. Donc, c'est la méthode des 2001. Il y a d'autres méthodes, hein, mais ça, c'en est une. On fait des dunes, vous voyez, des petites dunes qui font quelques mètres de longueur, 50 cm de haut. Ça fait un dénivelé. Le petit dénivelé, là, suffit à condenser l'eau au pied de la dune. Et là, vous avez un système qui va reverdir le désert, alors plus lentement, mais par contre de façon autonome. Ça maintient l'eau.
En fait, ça amène l'eau dans le désert. Et ben, ça, c'est, vous voyez, ça marche très bien. Hein. Je ne sais pas combien d'hectares revégétalisés, mais c'est énorme, quoi. Donc ça c'est une solution robuste. Vous voyez, et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il faut juste avoir une pelle et faire une dune, quoi. Donc c'est pas très compliqué. Voilà. Donc ça, c'est très émancipateur finalement, hein, comme solution. Donc ça, c'est un exemple pour la sécheresse. Alors un autre exemple pour les inondations. Donc ça, c'est voilà, Saint-Martin d'Auxigny. Donc là aussi, hein, on est aux marges. Hein. Alors on n'est pas aux marges du désert là, mais on est aux marges de la ville puisqu'on est dans le monde rural. Saint-Martin d'Auxigny, près de Bourges. Hein. Ici, là, vous avez à gauche l'image un peu d'Épinal du remembrement. En France et en Europe, hein, d'ailleurs, on canalise les rivières, on augmente les surfaces agricoles, stratégie de performance. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh ben, on a surtout créé une autoroute à eau. Et donc, quand il pleut beaucoup, cette autoroute à eau va envoyer l'eau très très vite dans la ville voisine. Donc, ils se sont fait inonder un certain nombre de fois. Hein. C'est toujours pareil, hein. Optimiser, fragilise, performance, violence. Hein. Oui, ça marche à tous les coups. Hein. Voilà, donc ils se sont fait inonder, donc ils se sont pris en main hein, au bout d'un moment, et vous voyez, ils ont retracé une rivière, là, ils ont reméandré leur rivière. Cette rivière qui est plus lente, hein, finalement, qui occupe plus d'espace, quand il pleut beaucoup, elle va déborder dans la parcelle et elle n'inonde plus la ville. Donc on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Voilà, c'est un exemple typique où on est allé contre la performance pour augmenter la robustesse. Et alors, ce qui me plaît bien, c'est que cet exemple-là, on en parle au journal de France 2 en prime time. Donc les marges sont en train de contaminer le cœur, sous nos yeux. C'est en train de venir. Alors un autre exemple, c'est en agroécologie. Ici, là, vous avez les exemples. Alors ça, c'est de l'agroécologie, on va dire niveau 1. La version performante hein, pour le blé, hein, ça serait de semer une monovariété et de faire une monoculture. Hyper performante, rendement en grains maximal, sauf que dans un monde fluctuant, c'est un risque énorme de semer une seule variété. Donc qu'est-ce qu'on voit émerger de plus en plus? C'est les mélanges variétaux. Donc dans le champ de blé, vous semez une vingtaine de variétés de blé en mélange. Le rendement sera plus faible, hein, évidemment, puisque vous avez mélangé des variétés. Mais par contre, le rendement ne sera pas maximal, mais il sera plus stable. Parce que dans les 20 variétés, il y en a qui sont résistantes à la sécheresse, d'autres qui sont résistantes aux inondations. Et puis surtout, vous avez des mélanges. Donc ces pieds de blé vont communiquer les uns avec les autres et ils vont avoir des résistances renforcées aux pathogènes et à la sécheresse notamment. Et ce qu'on voit, donc ça, il n'y a plus de questions hein, là-dessus, hein, scientifiquement, hein, c'est établi, hein, on sait que ça marche. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que les paysans n'ont pas attendu que les scientifiques leur disent quoi faire, hein, ils le font déjà. Vous voyez, en 2010, hein, les surfaces de blé tendre en mélange, c'était 5% en France. Et vous voyez, en 2020, vers Montpellier, on est à 40%. Et ça ne s'arrête plus. Hein. Ça, c'est une dynamique. D'ailleurs, c'est la décennie 2010-2020. Hein. C'est le moment du basculement. Il a eu lieu là. Si vous regardez à peu près tous les indicateurs, même les outils, hein, la fresque du climat, l'atelier d'automne, tout ça, c'est entre 2010 et 2020. Enfin, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment la décennie où il y a un moment. Et voilà, ça, c'est en train de décoller très fort. Hein. Et donc, pareil, les marches sont en train de contaminer le cœur. Les 5 grands semenciers mondiaux, hein, qui ont un peu une sorte de monopole sur ça, là, ils ont toujours freiné des cas de fer sur les mélanges variétaux. Et ils commencent à vendre des mélanges variétaux. Donc voilà, les marges sont en train de contaminer le cœur. Et donc on est dans un moment pour l'agriculture où c'est en train de changer beaucoup. Alors il y a d'autres marges qui évoluent, c'est le tout réparable. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Mais ça, c'est alors c'est par vertu sociale et écologique, mais c'est surtout du pragmatisme économique. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous dépendez d'un bien importé de Chine, et si la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine, vous mettez la clé sous la porte, parce que la Chine va fermer sa frontière. Donc la seule façon de rester en activité, c'est de développer une activité territoriale. Donc toujours pareil, hein, coopération territoriale. Alors c'est évidemment moins performant, parce que là on ne dépend plus de la mondialisation, etc. Mais par contre, vous avez une rentabilité qui est stable dans le temps. Ça c'est une forme de robustesse économique par la réparabilité dans le territoire. Donc il y a plein d'exemples. Hein. Là j'ai mis des pulls, des jeans, des véhicules intermédiaires, mais il y en a vraiment plein. Hein. Les Repair Café, hein, il y en a 400 en France. Et puis il y a aussi des grandes anciennes, hein, Decathlon, Darty, tout le monde s'y met. Hein. Enfin, vraiment, voilà. Alors un autre exemple, je vous fais un peu le catalogue, hein, mais c'est juste pour vous donner des exemples aux marges où on voit à quel point ça se développe la robustesse. Ici, là, je vous prends l'exemple de Arnaud Créteau, que vous voyez là. Arnaud Créteau, c'est un ingénieur énergéticien et il a créé une boulangerie avec un four solaire. Alors vous allez me dire,
Là, il n'y a rien de très nouveau. Le four solaire, hein, c'est intéressant, cela dit, c'est un four très low-tech, hein, c'est juste des miroirs. Hein, donc, on ne peut pas faire tellement plus simple en termes de réparation, notamment, ça marche très bien. Alors, la nouveauté, là, c'est que Arnaud, il a fait sa boulangerie avec un four solaire à Rouen, en Normandie. Alors, vous voyez, la Normandie, bon, il n'y a pas tous les jours du soleil, hein, on n'est pas à Aix-en-Provence, quoi. Donc, comment fait-il? Eh ben, du coup, il a dû non pas mettre du soleil à Rouen, il a déconstruit ce que c'est qu'une boulangerie. Il a questionné l'organisation sociale de la boulangerie. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas des baguettes tous les jours, parce qu'il n'est pas capable de cuire du pain tous les jours. Donc, il fait du pain au levain, du pain qu'on peut garder pendant une semaine. Comment on fait du pain au levain? On utilise des levures qui sont moins performantes. Donc pas des levures qui font pousser la pâte en 1h30. On prend des levures moins performantes qui font monter la pâte en 5 heures. Comme ça, le gluten a le temps de se rencontrer. Il n'y a pas besoin de pétrir ce pain. Donc il n'a pas de pétrissage chez lui. Vous voyez, il a tout déconstruit comme ça. Là. Et en fait, là, je vous présente la boulangerie de France la plus robuste. Il ne peut rien lui arriver. Son énergie est gratuite et il a construit tout son modèle économique sur une énergie fluctuante. Il ne peut rien lui arriver. Ça, c'est extrêmement robuste. Alors, vous voyez, en plus, il a diversifié ses activités, donc toujours pareil, c'est de la robustesse, ça aussi, il ne fait pas que du pain, il torréfie des graines aussi. Et là, en fait, il est en train de décarboner la filière du café. Parce que, vous savez, quand on dit décarboner la filière du café, très souvent, on envoie des voiliers chercher du café en Amérique du Sud. Alors, c'est un peu petit bras, hein, ça, quand même. Pour plutôt torréfier d'autres graines. Vous voyez, c'est culturel. C'est là où c'est culturel. En fait, il ne s'agit plus de faire autrement. Il faut faire... Enfin, il ne faut plus faire différemment, il faut faire différent. Vous voyez le truc, c'est ça où c'est culturel. On ne va pas refaire la même chose avec d'autres énergies, etc. Non, il faut changer la culture. Et donc, il faut se poser la question de la robustesse d'abord. Là, voilà, il torréfie des lentilles, de l'orge, etc. Le café italien, 15% du café italien, c'est de l'orge torréfié. Donc, en plus, on a la démonstration ici, en Europe, que ça marche très bien. Voilà. Donc, ça veut dire qu'évidemment, le café, il aura un autre goût. Mais comme tout, si je vous faisais boire du vin de 1900, vous ne pourriez pas le boire. Ça aura un sacré goût de barrique. On fait plus, les goûts évoluent. Ils vont évoluer parce que le monde va évoluer. Bon. Alors, juste ça, ils sont en marge. Néolocaux, donc la boulangerie, là, ils sont 3. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, toujours pareil, ça contamine le cœur. Ils ont fait une agence, TELED, qui accompagne les entreprises à revoir tout leur modèle économique sur la ressource la plus fluctuante, pour habiter le monde fluctuant. Donc ça, c'est de l'outillage pour construire un modèle économique dans le monde fluctuant qui vient. Et donc c'est super parce qu'ils accompagnent des grosses boîtes, Enercoop, des menuiseries, tout ça, donc différents types d'entreprises. Et donc en fait, si je vous le dis tout simplement, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec mon tableur Excel. Là, Dans vos tableurs Excel, vous avez des cases, et dans les cases, en général, il y a des moyennes. Et on essaie de voir des tendances sur les mois ou sur les années qui viennent. Et vraiment, je vous invite à prendre votre tableur Excel et mettez les écarts types dans votre tableur Excel. Et vous allez tout de suite voir la colonne qui tangue le plus. C'est celle-là, c'est là-dessus qu'il faut construire votre modèle économique. Et vous allez voir, ça change pas mal de choses. Allez, un petit dernier exemple, c'est plus un principe. Pour les ingénieurs, alors c'est juste pour illustrer à quel point on change de monde. Donc les ingénieurs, c'était un peu les rois du pétrole, surtout des rois d'ailleurs, les rois du pétrole dans le monde de la performance. Donc c'était des gens à qui on demandait de faire des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Donc ça crée beaucoup d'obsolescence programmée et de fragilité, tout ça. Donc toujours pareil, performance, violence, optimiser, fragilise, ça marche à tous les coups. Donc c'est pour ça que les élèves ingénieurs désertent les écoles, parce qu'en fait, ça marche plus du tout, ça. C'est plus du tout ce n'est plus aligné avec le monde qui vient. Donc les ingénieurs qui viennent, on va leur demander d'avoir exactement les mêmes savoirs scientifiques, mais par contre, c'est le sens du métier qui va changer. On va leur demander de développer des solutions robustes. Et donc, des solutions robustes, c'est quoi? C'est de la technodiversité. Un ingénieur ne doit pas développer la meilleure solution. Il faut qu'un ingénieur, une ingénieure, développe un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et il faut que ce soit que des solutions robustes. Et en plus, il faut viser l'autonomie technique des citoyens dans le territoire. Il faut que la solution technique soit réparable, adaptable, évoluable dans le territoire. Il ne faut pas que ça dépende d'un microprocesseur taïwanais. Voilà, ça, c'est très fragile. Oui, c'est ça qu'il faut dire aux élèves ingénieurs, c'est aussi ça qu'il faut dire aux jeunes en général, c'est que le monde qui vient est beaucoup plus intéressant.
Enfin, le sens du métier, là, on y gagne, hein, on quitte l'autoroute, hein, on va dans un monde beaucoup plus intéressant. Et vous voyez, alors ça me permet aussi cette diapo-là d'illustrer le hold-up du XXe siècle. J'aime bien le dire comme ça, c'est un hold-up. Le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. Alors c'est absolument incroyable, parce que le monde de la performance est profondément technophobe. C'est le contraire, c'est incroyable, hein. Les amis chez la bougie, hein, vous vous souvenez, voilà. Le monde de la performance, c'est technophobe. Alors pourquoi? Il faut juste prendre une seconde de plus. Quand on développe des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et à chaque fois qu'on augmente la performance des technologies, c'est de plus en plus complexe et on éloigne les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. C'est ce qu'Ivan Illich appellerait des technologies aliénantes. Aujourd'hui, personne n'est capable de réparer son smartphone, hein, dans cette pièce-là. Voilà. Ça, c'est quand même. Alors que c'est une prothèse numérique, hein, quand même. Bon. Dans le monde de la robustesse, quand on fait des technologies qui sont très robustes, on les garde, bien sûr. Hein, la réparation, l'impression 3D, par exemple, pour rendre des objets réparables à vie, on va garder ça. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue. On garde tout, parce qu'on a besoin de technodiversité. Et en plus, on veut que les citoyens mettent les mains à la pâte. Donc c'est doublement technophile. Ce sont des outils conviviaux. C'est de la technologie émancipatrice. C'est ça qui est beaucoup plus joyeux que le monde d'avant. Alors, donc, vous voyez, on arrive à un équilibre, performance, robustesse. En fait, alors on peut comprendre hein, pourquoi on est resté dans la performance très longtemps, et surtout depuis les années 50, c'est qu'on était un peu dans ce monde de l'abondance du pétrole. Enfin, vous savez qu'encore aujourd'hui, hein, un litre de pétrole, c'est moins cher qu'un litre de jus d'orange, hein, quand même. On est encore dans ce monde-là, hein, évidemment. Hein. Mais ça, c'est le monde de la performance où, en fait, il n'y avait pas trop de fluctuations, c'était stable, il y avait plein de ressources, donc on pouvait faire de la performance tout le temps, hein, comme un parasite, hein, extractiviste. Et puis, quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Dans le monde qui vient, là, qui est de plus en plus fluctuant, c'est l'inverse. On fait de la robustesse tout le temps et on construit ces modèles économiques pour être robuste en permanence. Et quand il y a une crise, on autorise la performance. Vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Hein. C'est comme la fièvre. Hein. Ou le pompier qui va au feu. Quoi. Le pompier qui va au feu, il fait de la performance. Il ne va pas faire une approche participative hein, pour savoir qui va au feu. Hein. Toi, tu y vas. Mais par contre, le reste du temps, il dort, il s'entraîne. Ça, c'est de la robustesse. Quoi. Vous voyez, en fait, il faut penser en antiphase. Hein. Quand tout va bien, il faut investir dans la robustesse. Quand c'est la crise, c'est là qu'on a le coup de bourre et qu'on augmente les performances. Mais par contre, il faut que cette performance soit compostable. Il faut lui donner une date de péremption. Comme la fièvre, hein. Ça ne peut pas durer très longtemps. Donc c'est un petit moment de performance dans un océan de robustesse. Ok, alors quelques clés pour avant de démarrer les questions et puis après les ateliers. Alors un petit outil qui peut être utile hein, pour s'acculturer au monde fluctuant, parce que là on sort de décennies de culte de la performance dans l'idéologie du monde stable, et donc il va falloir se désintoxiquer. Il va falloir démarrer la déprise sectaire. Je pèse mes mots, hein. Nous sommes toutes et tous, hein. Nous aussi en recherche, hein, c'est pareil. Hein. On est tous dans la dérive sectaire de la performance. Hein. On ne questionne plus la performance, on l'utilise de partout. Quoi. Alors qu'en fait, très souvent, c'est toxique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un outil qui est pratique, c'est le stress test. Oui, là, c'est dans le monde de la performance, hein, on adore les KPI, hein, les indicateurs de performance. Il y en a partout. On a 1001 façons de mesurer la performance, parce que évidemment, c'est la valeur clé de notre monde. Donc on la mesure dans tous les sens. Alors ça, l'indicateur, hein, ça fait l'hypothèse du monde stable. Indicateur, ça fait l'hypothèse que hier, c'est comme demain, hein, puisque ça indique. Donc c'est un outil statique adapté à un monde stable. Dans un monde dynamique, instable, fluctuant, il faut des outils dynamiques. Et le stress test, c'en est un. Alors le stress test, c'est tout simple. Hein, vous prenez votre organisation et vous faites fluctuer un des paramètres. Donc par exemple, où là il y a un événement qui se passe, quoi. Donc il y a une méga inondation dans le territoire. Vous n'avez plus Internet pendant 6 mois sur la planète entière. Qu'est-ce que ça change à vos activités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon préventive pour que quand ça arrive, il y ait le moins d'impact possible? Oui, ça c'est le genre d'objet. Enfin, il faut le faire une fois par mois, ça. Hein. Enfin, si vraiment vous voulez vous acculturer au monde fluctuant, il faut le faire régulièrement. Alors, il ne faut pas le faire tous les jours parce que sinon, ça va être la parano totale. Mais une fois de temps en temps, il faut quand même le faire, ça, pour s'acculturer au monde fluctuant. Et donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça commence à se développer. Ça aussi, c'est un signe du monde qui change. La métropole de Lyon vient de développer un jeu qui s'appelle le Tumult. Et Tumult, c'est un stress test à destination des entreprises pour augmenter leur robustesse. Et d'ailleurs, si je prends l'exemple de la métropole de Lyon, c'est bien pratique parce que la métropole de Lyon, pendant des années, avait une politique pour attirer les nouvelles entreprises.
Maintenant, la politique de la métropole de Lyon, c'est de renforcer les entreprises existantes. Parce qu'on a bien compris que juste d'attirer comme ça massivement, ça faisait surtout beaucoup de pollution, beaucoup de crash, etc. Donc en fait, il y a vraiment un changement de mentalité. Ce n'est pas la seule métropole qui pense comme ça. Ok, donc ça, voilà, stress test, un premier outil. Deuxième outil, c'est la santé commune. La santé commune, en fait, si je dois le dire, tiens, c'est marrant, les couleurs ont un peu changé. La santé commune, en fait, c'est un message tout simple. C'est de dire qu'en fait, une entreprise n'est robuste que si elle est aussi au service de la robustesse de son territoire. Enfin, si je vous donne un exemple tout simple, j'avais rencontré un architecte qui avait construit une maison très robuste, en biosourcée, avec des panneaux solaires, tout ça. Elle était autonome en énergie, elle a récupéré l'eau de pluie. Enfin, c'était incroyable, hein, c'était vraiment le bâtiment robuste. Sauf que quand il y a eu une méga inondation dans le territoire, le village a été dévasté. Alors la maison, elle est restée debout, hein, puisqu'elle était robuste. Mais sauf qu'une maison toute seule dans un territoire dévasté, ce n'est pas robuste. Parce qu'en fait, cette maison n'était pas au service de la robustesse du territoire. Donc c'est pareil pour l'entreprise. Une entreprise qui serait robuste en interne sans nourrir la robustesse du territoire ne serait pas robuste. Et donc c'est ce qu'on peut appeler la santé commune. C'est ce qu'on porte beaucoup à l'Institut Michel Serres. Ça, c'est la pyramide qu'on a en tête dans le monde d'avant, qui est encore le monde d'aujourd'hui, évidemment, hein, le monde de la performance, où on pense que tout projet doit avoir une solide fondation économique. Et on pense que s'il y a une solide fondation économique, ça va nous permettre de prendre soin du social et de l'environnement. Alors ça, c'est de la pensée magique. Il n'y a absolument aucune raison que l'économie prenne soin du social ou de l'environnement. Pourquoi ça marche un peu quand même aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que sous l'économie, là, il y a une autre brique en dessous qui sont des ressources abondantes et pas chères. Donc, comme je vous disais, hein, le litre de pétrole qui est moins cher qu'un litre de jus d'orange, c'est ça permet ça en fait, ça ruisselle, hein, si vous voulez. C'est du ruissellement qui permet de faire un petit peu de social et un petit peu de soin à l'environnement. Dans un monde qui rentre en fluctuation, où il y a des pénuries chroniques de ressources, ça ne marche plus. Tout simplement parce qu'il n'y a plus la fondation sous l'économie. Donc on inverse. Et donc dans le monde qui vient, donc le monde des pénuries chroniques de ressources, des fluctuations, c'est d'abord le soin au milieu naturel, qui est la fondation de toute organisation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une école, une entreprise, voilà. Le soin au milieu naturel. Si on prend soin du milieu naturel, évidemment qu'on le fait de façon collégiale, donc ça crée du lien social. S'il y a du lien social, ça crée des expertises, et donc ça crée des modèles économiques. Et donc là, vous voyez, c'est plus de la pensée magique, c'est de la pensée fonctionnelle. Quand on prend soin des milieux naturels, ça crée du lien social, le lien social crée de l'économie. Donc vous voyez que l'économie n'est pas évacuée de l'équation, hein, évidemment. Hein. L'économie est toujours là, mais elle est à la bonne place. L'économie ne doit pas être la contrainte d'entrée, il faut que ce soit le produit de sortie. L'économie, hein, c'est une abstraction mathématique du monde. Il ne faut surtout pas que le social soit dans l'économie. Ça n'a aucun sens. Pourquoi voudrait-on que les sociétés répondent à une abstraction mathématique du monde ? C'est forcément dogmatique. Hein. Il faut que réencastrer l'économie dans le social. Hein. C'est plutôt ça. Et vous voyez, j'ai mis deux phrases là qui illustrent, qui résument presque tout ce que je vous ai raconté. Ça, c'est la phrase qu'on entendait dans les années 80. Hein. On se souciait beaucoup de l'impact de nos activités sur l'environnement. Là, on était encore dans le néolithique. Hein. Les humains qui veulent contrôler la nature. Complètement dépassé, hein, complètement dépassé. Donc aujourd'hui, il ne faut plus se poser la question de l'impact de nos activités sur l'environnement, il faut se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. Le monde va devenir de plus en plus fluctuant, il va falloir ajuster nos activités à ce niveau de fluctuation. Et ça, c'est le monde robuste qui vient. Alors, une dernière clé, c'est pour les décideurs, les questions de posture. Dans un monde qui est stable et qui est abondant en ressources, un décideur, c'est surtout un meneur qui va dire « je veux et je sais comment faire ». Donc posture plutôt napoléonienne, hein, si vous voulez. Hein. Il y a dictateur, quoi, un dictateur bienveillant ou pas d'ailleurs, mais bon, un dictateur. Hein. Alors ça, en fait, à vrai dire, dans un monde stable et abondant en ressources, c'est pas très grave, parce que le dictateur qui va finir par se planter, vu qu'il y a plein de ressources ailleurs, le filet de sécurité, c'est l'abondance de ressources dans le milieu. Donc en fait, à la limite, ça peut marcher, de façon un peu cynique. Hein. En tout cas, ça ne menace pas la viabilité du territoire. Dans un monde qui devient fluctuant, en pénurie chronique de ressources, alors là, il n'y a plus de filet de sécurité avec l'abondance des ressources dans le territoire, donc le décideur change de posture. Le décideur, ça devient un facilitateur, une facilitatrice qui dit « j'ai envie et je ne sais pas
comment faire? Alors, vous voyez, c'est le contraire. Hein. C'est le contraire. C'est qu'en fait, quand on dit je veux, on exclut tout le monde. Quand on dit j'ai envie, on inclut tout le monde. Et quand on dit je ne sais pas, je ne sais pas comment faire, on est dans une posture d'humilité. Et donc, on laisse de la place aux autres. Bah ça va mobiliser, ça va fédérer un collectif. Et ça, c'est robuste. C'est l'approche participative, hein, pour le dire rapidement. C'est robuste, parce que ça marche même quand il n'y a plus de décideurs. Puisque là, il y a un collectif qui apprend, une communauté apprenante, et bah, ça va se propager, se déployer, même quand le décideur n'est plus là. Hein. Donc ça c'est robuste. Donc voilà, en fait, je ne suis pas en train de vous dire hein, qu'on est en train de... Je binarise beaucoup là, hein. C'est évidemment, il y a un gradient entre les deux. Hein. Mais dans un monde stable, abondant en ressources, il y avait beaucoup de meneurs, donc beaucoup de dictateurs. Hein. Bon, là, on les voit bien qui sortent, hein, donc les Trump, les Musk et tout ça, ils sont bien toujours là. Et puis de temps en temps, on fait une convention citoyenne pour le climat. Donc un peu de facilitation. Bah, dans le monde qui vient, ça va être l'inverse. On va faire beaucoup de facilitation. Il y aura des écoles de la coopération, des écoles de la facilitation. Donc ce sera vraiment inclus complètement dans la culture commune, donc de la facilitation en permanence. On ne fera pas un référendum une fois tous les 10 ans. Hein. Il y aura une vraie culture du référendum avec un peu comme en Suisse, hein, les votations, etc. Donc voilà, plutôt de la facilitation tout le temps. Et puis de temps en temps, il faudra trancher. Bah, là, on aura besoin d'un meneur, d'une meneuse qui tranche. Voilà. Mais c'est on échange, quoi. Alors, juste pour terminer, juste pour vous dire qu'il y a de plus en plus d'organisations qui embarquent la robustesse dans leur vision stratégique. Tout type d'organisations, des associations, des entreprises, des hôpitaux, des territoires, vraiment des grands territoires. Toute la Belgique francophone, toute l'administration de la Belgique francophone a décidé pour sa vision 2030 de mettre un seul mot, et ce mot c'est robustesse. Donc c'est la justice, les transports, hein, tout. Hein. Donc voilà, donc ça va être tout ça, c'est des territoires écoles qui vont être très intéressants à suivre hein, parce que en fait ils développent de la robustesse et pour certains depuis déjà longtemps en fait. Et puis moi, mon appel pour vous en fait, hein, et vous allez démarrer dès cet après-midi, c'est de créer votre communauté apprenante sur la robustesse. Si vous voulez, vous pouvez inviter un expert de la robustesse, vous faire un topo dans vos entreprises, mais ça, c'est plutôt la solution clé en main, performante, qui ne va rien transformer. Enfin, si vous dépendez d'un expert, c'est que vous dépendez d'une béquille externe. Hein, et donc, ça c'est pas très robuste. Ce qui est beaucoup plus robuste, c'est dans vos entreprises, 5, 6, 10 personnes qui viennent avec leur projet, qui veulent rendre leur projet plus robuste et qui échangent autour de leur projet et autour de la robustesse. Ce collectif-là va développer des compétences en robustesse, va augmenter la robustesse de leur projet, ils vont faire passer des tests de robustesse sur leurs questions, sur leurs projets, etc. Et là, en fait, vous allez cranter, vous allez vraiment développer de la robustesse. Et vous aurez un noyau dur de robustesse dans vos entreprises qui pourra contaminer le reste de l'entreprise. Oui, c'est une stratégie des marges qui contamine le cœur. Et donc, alors, il se trouve qu'il y a Gatien Bataille et Laurent Marceau qui ont développé une plateforme qui s'appelle larobustesse.org avec des premiers outils pour lancer cette communauté. Donc, on vous aide un peu. Voilà, il y a des posters, des cahiers, des écrits, des jeux, enfin plein de choses quoi, que vous pouvez aller regarder. Il y a un annuaire aussi si vous voulez inviter même des personnes pour un petit peu vous accompagner, mais j'ai envie de dire, vous pouvez le faire en autonomie complète. Pour faire votre communauté apprenante. Et vous allez voir que dans les fluctuations, c'est cette communauté-là que vous allez voir. Hein. C'est elle qui sera un peu référente dans le monde des incertitudes. Voilà. Et puis donc l'autre solution, évidemment, c'est d'aller lire des bouquins. Mais bon, c'est à la limite, je pense qu'il vaut mieux faire une communauté apprenante que lire un bouquin. Et voilà les bouquins que j'ai pu écrire ou à plusieurs. Donc l'antidote au culte de la performance qui était déjà cité. Donc c'est un petit texte de 60 pages, texte d'intervention pour faire passer ce message qu'on est en train de changer de monde. Le manifeste pour une santé commune, ça c'est la pyramide inversée avec les collègues de l'Institut Michel Serres. Les 3 bouquins chez Odile Jacob, là c'est plutôt aller un peu plus dans le fond avec des références un peu plus détaillées. Il y a un MOOC, Construire la robustesse, chez Sator. Alors Sator c'est une plateforme avec plein d'autres sujets. Hein. Il y a aussi sur l'eau, la comptabilité, donc je vous invite à voir, c'est un abonnement. Et puis Institut Michel Serres, il y a aussi des ressources, des formations, des projets inspirants. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Et je m'arrête là, j'ai peut-être été un petit peu long d'ailleurs. Donc j'espère qu'on a un peu de temps pour les questions. Merci. Oui, vous disiez que les bordures, vous ne les appelez pas exactement comme ça, moi je les appelle comme ça, que sont en train d'inspirer le cœur. C'est optimiste ou c'est réaliste? Parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est le contraire avec ces fameux mâles barrés dont vous parliez.
Alors, si vous parlez à des anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale, hein, ils vous diront que tous les résistants ont une chose en commun, ils étaient tous optimistes. Parce qu'en fait, il est trop tard pour être pessimiste. Mais aussi parce que c'est pas seulement de l'optimisme, c'est qu'en fait, alors, je vais vous donner un exemple. Trump et Musk, on leur donnait 1 an avant qu'ils se mettent sur la figure. Là. Ben, il a fallu 4 mois. C'est qu'en fait, ils sont tellement dans leur délire de performance qu'en fait, ça ne tient même pas 4 mois. Donc, alors que c'est leur intérêt mutuel. Hein. Donc, ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Et en fait, ils se ringardisent de plus en plus vite. Et vraiment, pour moi, c'est 5 à 10 ans, hein, la bascule. Là. C'est en fait, on est en plein dedans, là. Donc, c'est 2010-2020, c'est le moment où ça commence à se massifier. 2020-2030, c'est le moment où il y a des fluctuations, évidemment, dans tous les sens, mais où ça crante sous le radar. 2030-2040, on aura basculé. Ce sera dans la culture commune. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura plus du tout les mêmes réflexes. Et dans le monde entier, hein, ce n'est pas juste une question européenne. Hein. Là, je vous renvoie à Bigger Than Us de Fleur Vasseur, par exemple, le documentaire, qui suit 7 jeunes dans le monde entier qui ont changé les lois de leur pays et qui sont parfois grands comme ça dans les parlements. Hein. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement mondial, un mouvement synchrone. D'ailleurs, on l'a vu, la synchronicité de ce qui nous arrive avec le Covid. On a tous été masqués, confinés la même année, hein, dans le monde entier. Donc en fait, on est dans ce moment-là. Donc que ce soit les Trump, les Musk, les Poutine, ce sont les derniers mohicans du monde performant. D'ailleurs, le fait qu'ils durent aussi longtemps, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 20 ans, c'était les mêmes. Hein. Ils étaient tous là hein, déjà. Donc c'est assez incroyable de voir que c'est vraiment la fin. Il n'y a plus personne derrière. Ils sont vraiment dans les cordes. Quoi. Et encore une fois, quand le projet, c'est d'aller sur Mars, de faire des mines sur des astéroïdes, de faire des bunkers. Enfin, c'est que des projets de mort hein, qu'ils ont. Hein. Donc la pulsion de mort, ça va un temps, mais ça n'embarque personne. La robustesse, c'est une pulsion de vie. On reste à la surface de la Terre et on vit avec les fluctuations. Et c'est beaucoup plus joyeux. Ce qui nous manque, en fait, c'est quelques leviers pour accélérer le truc, hein, pour que ça catalyse vraiment. Donc les entreprises, c'est pour ça, moi, je parle beaucoup aux entreprises, parce que vous avez un levier politique énorme, bien plus qu'un chercheur. Hein. Moi, si je parle politique, il n'y a personne qui va m'entendre. Vous avez vraiment le levier économique, il est quand même très fort. Et l'autre levier, c'est les ados. En fait, ce qui se passe avec la Gen Z, là, les néo-recrutés, hein, donc ce n'est pas des ados, là, hein, c'est des jeunes adultes qui commencent déjà à demander d'autres choses, un autre rapport au travail. Et ben, en fait, vous avez le ratio performance-robustesse, il est exactement là, hein, vie personnelle, vie professionnelle. Ben, l'étape d'après, c'est les ados. Quand les ados auront basculé, là, ce sera vraiment terminé. Mais oui, on est à quelques années de ça. Quoi, hein. Donc pour moi, je suis très optimiste, mais c'est aussi parce que c'est inéluctable. Enfin, et puis, je ne veux pas que je sois trop long dans ma réponse, mais juste quand même pour donner d'autres exemples. Si on prend les exemples un peu négatifs, mais voire très négatifs. En 30 ans, on a perdu 80% des insectes en masse en Europe. En 30 ans. Et ben, dans 30 ans, il n'y a juste pas assez de masse d'insectes à éliminer. Donc on est un peu au taquet de ce qu'on peut éliminer pour continuer. Enfin, ça, c'est le côté négatif. Mais même si je prends les ultra riches, les milliardaires américains, là, depuis que Trump a été élu, en quelques mois, ils ont gagné 50 milliards de dollars, une cinquantaine, hein, chacun indépendamment. Ben, dans les 6 prochains mois, ils ne vont pas gagner 50 milliards de plus. C'est pas possible. Les 500 plus grandes fortunes françaises, entre 2010 et 2022, leur patrimoine est passé de 8% du PIB national à 40% du PIB national, fois 5. Eh ben, c'est très clair, les 12 prochaines années, ça ne peut pas faire x5. En fait, on arrive au bout, là. C'est la fin de l'exponentielle. Donc, on va basculer dans un autre monde. C'est pour ça que je suis très optimiste. Ça va craquer. Quoi. Et il y a plein d'exemples. Hein. Boeing, Evergrande, Stellantis, tout ça. Enfin, il y a quand même on voit que ça craque. Je prends la suite. Déjà, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci. J'ai appris plein de choses et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et du coup, j'étais en train de me dire, ah bah tiens, comment je vais... retranscrire ce concept à mes homologues dans les filières qui sont à l'étranger de mon entreprise et comment je vais leur expliquer le raisonnement. Est-ce que, du coup, il y a un équivalent robustesse en anglais? Comment vous le traduiriez? Et parce que j'ai vu que le poids des mots était quand même très important dans votre présentation. Voilà, merci. Absolument, absolument. Alors, il existe en anglais aussi, hein, Antidote to the Cult of Performance, Robustness from Nature. Donc, ça existe en anglais. Et aussi, la troisième voie du vivant a été traduite en anglais, The Benefits of Imperfection. Voilà. Donc, ça existe. Mais, et puis, je pourrais vous envoyer des vidéos qui existent en anglais aussi. Mais en effet, le mot anglais, c'est robustness. Et ce n'est pas résilience. Alors, juste pour dire un petit... je ne vais pas être trop long, mais je me permets quand même, du coup, vu qu'on me pose la question. Donc, la résilience, c'est très compliqué. Il y a 30 définitions de la résilience. Donc, déjà, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on dit le mot résilience. Mais la résilience, disons, un peu canonique, c'est on est là, on tombe et on se relève.
La résilience, au départ, c'est un mot du XVIIe siècle, c'est l'écho qui rebondit sur le mur. Après, c'est devenu, voilà, en psychologie, après un traumatisme, on tombe et on se relève. En physique, c'est aussi un matériau qui se déforme et qui revient à l'état initial au-delà de sa fenêtre d'élasticité. Enfin, donc, il y a plein de sous-définitions. Le problème fondamental de la résilience, c'est que c'est une trajectoire où on tombe et on se relève. Alors, une trajectoire, c'est enfermant. Une trajectoire, ça s'optimise. Une trajectoire, ça peut être performant. Ça peut être au service de la performance. Et le pire dans la résilience, c'est que c'est désastro-dépendant. On est résilient que si on a eu un traumatisme. Et donc ça donne un peu l'idée quasi judéo-chrétienne qu'il faut vraiment tomber pour apprendre. Alors je ne sais pas vous, mais on apprend aussi de ses réussites. Pourquoi faudrait-il à chaque fois apprendre qu'on se fasse mal, quoi? C'est de l'autoflagellation. Alors, donc ça c'est une trajectoire, la résilience. La robustesse, c'est pas une trajectoire, c'est des bornes qu'on écarte pour augmenter l'espace de viabilité. Et donc, il y a des théories économiques, théorie de la viabilité, donc Viability Theory. Jean-Pierre Aubin, par exemple, en parle beaucoup. La théorie de la viabilité, c'est une théorie de la robustesse en économie. En fait, ça commence comme une approche multicritère. Donc, on prend plein de critères et on trouve un optimum, qui est toujours l'objectif quand on a une approche multicritère, un optimum. Mais surtout, dans l'approche de la viabilité, on ne suit surtout pas l'optimum. Parce que dans un monde fluctuant, on sait qu'on s'est planté, qu'on a raté des critères, que ça fluctue, ces critères. Donc, en fait, si on suit l'optimum, on est sûr de se planter. Donc, on prend beaucoup de marge autour de l'optimum. Et ce qui se passe, c'est qu'en chemin, puisqu'on a pris des marges autour du chemin optimal, il y a d'autres chemins qui émergent. Et donc, ça devient arborescent. Et donc, si je prends une entreprise, par exemple, qui aurait fait cette stratégie-là, qui serait, je ne sais pas moi, un magasin de chaussures, et ben, en cours de route, ça va devenir une école. Et donc, l'objectif va changer. Et donc, ce n'est pas efficace, parce qu'on n'a pas atteint l'objectif, puisque l'objectif change tout le temps. Et ce n'est pas efficient non plus, parce qu'on a commencé comme un magasin de chaussures et on finit en école, quoi. Donc évidemment qu'il y avait des chemins beaucoup plus courts pour y arriver. Mais c'est le chemin qui fait la vie, ce n'est pas la destination qui est moins intéressante finalement. Ouais. Mais en tout cas, il y a plein de... Voilà, robustness, ce serait ça qu'il faudrait raconter. En fait, les systémiciens parlent de efficiency trap, le piège de la performance. Le piège de la performance, c'est que quand on fait de la performance, ça marche. Le piège de la performance, c'est de rester à ce niveau de performance quand tout va bien. Parce qu'en fait, on continue à être très performant. À la prochaine crise, on ne peut plus optimiser plus parce qu'on a utilisé toutes nos marges. Et donc, en fait, on s'enferme et on casse. On est exactement dans ce moment-là. On est dans le monde du piège de la performance. Alors, Olivier, comme il nous reste peu de temps et je pense que beaucoup de monde a beaucoup de questions à vous poser, pardon. Et on a la chance d'avoir votre passion et votre engagement. On va peut-être prendre plusieurs questions en même temps. Ce sera peut-être des réponses moins personnalisées ou moins focus, mais qui vous permettra de donner votre opinion collective. Voilà, les 2-3 questions. Et comme vous êtes là ce soir, on pourra de toute façon poursuivre et l'aider. Ah non, non, je repars en fin d'après. Mais par contre, je reste à la pause. Alors, quand vous restez à la pause, mais la pause sera un peu réduite, pardon. Voilà, mais que ça permettra de prendre quelques questions. Et merci pour votre passion. Donc voilà, prendre quelques questions courtes. Présentez-vous aussi, c'est aussi intéressant pour tout un chacun de savoir qui vous êtes. Il y a une première question devant, on prend les 2 questions là et après voilà, on s'arrête, sinon voilà, allez-y. Donc bonjour, Delphine de France, moi je suis directrice RSE du groupe Valgo. Je me demandais comment ça s'appliquait au monde de la finance, parce que justement quand on a des fonds à notre capital, ils regardent uniquement la performance, quand ils regardent souvent aussi la performance uniquement du côté financier. Absolument. Alors, Olivier, on va prendre plusieurs questions. Ah oui, pardon. Avec Bernard, il y a une autre main derrière Bernard. Voilà. Oui, bonjour. Ça va. Bernard Alfandari, dirigeant d'une PME qui fait du matériel d'éclairage à Nice. J'ai eu la chance de vous écouter lors de la conférence, la Convention des entreprises pour le climat Méditerranée l'année dernière, et j'ai été convaincu, je suis fan et tout, et je suis rentré hyper pressé dans l'entreprise en disant je vais dire à tout le monde que la performance c'est fini. Et j'ai dit peut-être que ça va peut-être être un peu violent, alors qu'en ce moment on essaye d'engager davantage les collaborateurs, qui aient encore plus la culture d'entreprise, qui veulent encore s'améliorer et surtout s'engager. J'ai dit ça va être peut-être un peu compliqué, je vais limiter mon propos dans un premier temps à mon comité de direction. Et mon comité de direction, ils ont été très, très, très déprimés à l'issue de mon intervention. Alors, je suis beaucoup moins
capable de transmettre le message que vous. Mais voilà, culturellement, il faudrait un antidote au culte de la performance pour les nuls, de façon à pouvoir peut-être comment dire, rendre le message progressivement moins déstabilisant. On les invitera à l'université, Bernard. Et une troisième question, et après on va conclure sur cette troisième question. Merci. Oui, merci. Marie-Hélène Morvan, moi, je travaille dans le secteur du conseil en stratégie, mais j'ai eu la chance il y a quelques années de coécrire un livre sur sobriété et compétitivité. Donc c'est assez proche de votre thématique. Donc il y a énormément de choses qui me parlent énormément dans ce que vous dites. J'ai une question sur peut-être votre dernière réponse au sujet de l'efficience. Parce qu'on a des discours auxquels moi je ne suis pas insensible, je dirais, par exemple portés par la Fondation Solar Impulse, sur les solutions efficientes existent, emparons-nous-en, et c'est mieux que de ne rien faire. Et peut-être en laissant évidemment la place à la réelle transformation ensuite. Comment est-ce que vous recevez ces discours-là sur l'efficience ? Je réponds. Hein. Je vais commencer par l'efficience. C'est une question de hiérarchie. Je vais vous raconter, j'étais allé dans le sud de Lyon, les élus du coin présentaient leur plan climat. Donc j'ai fait mon topo performance versus robustesse, et à la fin les élus se sont excusés d'avoir choisi les panneaux solaires les plus performants. Alors j'ai trouvé ça un peu rigolo, parce qu'en fait, ils s'excusaient, alors qu'en fait, au premier ordre, ils avaient choisi de diversifier les sources d'énergie, qui est une stratégie de robustesse. Donc ils avaient bien choisi la robustesse avant la performance. Après qu'on utilise des panneaux solaires plus ou moins performants, très bien, mais la première chose à faire, c'est d'avoir une diversité de sources d'énergie. Ça, c'est de la robustesse. Et donc c'est pareil pour l'efficience. Si on choisit des solutions efficientes, mais qu'elles deviennent monolithiques et qu'on devient monodépendant d'une seule technologie, ce n'est pas robuste. Par contre, quand une diversité de solutions, il y en a certaines qui soient efficientes, alors là, ça va très bien. Mais c'est une question de hiérarchie. C'est d'abord la robustesse, ensuite la performance. Et là, on va tous se mettre d'accord, à mon avis. C'est qu'il y a de la place pour des solutions efficientes, mais il faut qu'elles soient secondaires. Il faut d'abord avoir de la diversité. Enfin, diversifier une source d'énergie, c'est quand même très compliqué. Il faut plusieurs types de maintenance, des compétences variées. Enfin, c'est moins performant, très clairement. Mais par contre, c'est plus robuste. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'articuler. Mais Isabelle Delannoy, d'ailleurs, en parle aussi de ça, justement de la nécessité de l'efficience. Mais c'est encore une fois, c'est avant. En fait, elle parle de régénération d'abord, quoi. Donc en fait, c'est d'abord ça, ou la symbiose d'abord, et ensuite l'efficience. Je vais faire dans le sens inverse. Alors, ça, c'est une question, en effet, de comment on fait pour convaincre, comment on fait pour faire basculer le système. Alors moi, je vous invite à voir ce que dit Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est un activiste américain qui a beaucoup travaillé dans les années 30 et 60, donc après la Grande Dépression, les mouvements civiques américains. Et il a plus ou moins écrit un protocole de lutte sociale, mais qui peut très bien être remobilisé chaque fois qu'on veut convaincre, chaque fois qu'on veut faire passer, chaque fois qu'on veut transformer. Et donc il y a une des choses qu'il dit, c'est qu'il faut multiplier les fronts, ou multiplier les alliances. Et donc en général, et ça revient un petit peu à la nuée d'oiseaux, plutôt que de taper au cœur du système, il vaut mieux taper latéralement. Donc si je prends un exemple, des professeurs du secondaire qui feraient une grève, il serait 10 000 dans la rue, 10 000 professeurs du secondaire dans la rue. Si c'est que des professeurs du secondaire, ça aura zéro impact. Personne ne va suivre les profs. Si par contre il y a 1000 personnes, mais qu'il y a quelques profs du secondaire, des éboueurs, des chefs d'entreprise, des élus, etc., alors là, ça a beaucoup plus de chances de marcher. Donc diversifier les alliances, ça transforme bien mieux. Et puis l'autre chose, c'est ce que dit Saul Alinsky, c'est de confronter son adversaire à son propre évangile. Alors ça, c'est très fort, parce qu'au lieu de lutter contre l'adversaire, donc de lui dire « t'as tort », ou « voilà, j'ai une autre idée », etc., en fait, laisser parler l'adversaire pour qu'il explicite sa logique jusqu'au bout. Et si sa logique n'est pas viable, ça va finir par se voir, surtout si en face, on a du répondant avec une autre logique qui est viable. Et donc ça, c'est une autre tactique. Je vous donne des clés, c'est des idées, quoi. Mais donc en effet, il y a plein de façons de faire. Je ne suis pas en train de vous prescrire des choses, mais en tout cas, trouver des angles. Mais pensez à la nuée d'oiseaux. C'est qu'en fait, très souvent, si vous avez une communauté apprenante de la robustesse dans vos entreprises, qui sont peut-être très loin du COMEX ou du CODIR, voilà. Mais par contre, si elle est là,
elle risque de contaminer le cœur du système sans que vous le sachiez en fait. Et ça va peut-être venir d'ailleurs. Et sur la finance, j'essaie de faire des réponses courtes. Sur la finance, en effet, c'est le cœur de la performance. C'est la performance financière qui écrase tout. Les KPI, c'est le KPI financier qui écrase tout. Alors, ce qui se passe, c'est assez intéressant, y compris dans le monde de la finance. Alors, si la partie négative, une entreprise qui serait dépendante d'un fonds d'investissement américain, chinois, ça va être compliqué. Dans le monde fluctuant, ça va être très compliqué parce que ces investisseurs ne veulent que de la performance et ils vont s'enferrer dans la performance, ils n'ont aucun lien au territoire. Toujours pareil, coopération territoriale, là on n'est plus du tout dans la coopération territoriale. Donc j'aurais envie de dire qu'il faut commencer à se dégager de ces investisseurs, enfin trouver des moyens pour avoir le fameux mode dégradé sans ces investisseurs lointains. Parce que ça va être une fragilité dans le monde qui vient. C'est ce qu'on voit dans plein d'entreprises d'ailleurs. Mais c'est le premier. Mais la deuxième chose, si on veut être plus positive, c'est que dans le monde de la finance, pendant très longtemps, c'était en effet la performance financière qui dominait. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que même investir dans une entreprise à 1 an, dans le monde fluctuant qui vient, c'est très risqué. Même 1 an. Parce qu'en fait, il peut se passer plein de choses. Enfin, vous avez vu les tarifs douaniers de Trump et compagnie. Enfin, ça peut vraiment fluctuer encore plus vite que ce qu'on croit. Donc, les financiers deviennent de plus en plus des assureurs. Leur mentalité change. C'est-à-dire que c'est plus le chiffre, c'est que si même investir 1 an, enfin une boîte dans 1 an, il faut que cette boîte ait certaines garanties de robustesse. Sinon, c'est suicidaire. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'on fait de l'assurance au sens de mutualiser les fonds, c'est qu'il faut qu'il y ait des garanties de robustesse dans les entreprises dans lesquelles on investit. D'ailleurs, l'exemple typique, c'est quand la Commission européenne a voulu reculer sur la CSRD, qui a ses défauts, très compliqué, etc. Donc, il y a des problèmes avec la CSRD, mais la Commission européenne a voulu reculer, et ce sont des financiers qui ont dit non, nous, on a besoin de la CSRD, on a besoin du reporting financier, parce que justement, c'est ça qui nous permet de savoir si ça vaut le coup d'investir dans ces boîtes ou pas. Et donc là, il se passe une sorte d'inversion incroyable, c'est que la finance risque, enfin, en tout cas les marges de la finance, sont en train de faire évoluer le monde entier financier vers aussi un peu de robustesse. Alors on en est encore loin, il y a du chemin, mais quand même, là, ça commence à bouger aussi. Donc je serai aussi optimiste, y compris pour la finance. Merci. Merci beaucoup. Merci.